Le contrôle des naissances, ça signifie à la fois la contraception et la procréation médicalement assistée. Alors un contraceptif, vous avez deux sortes de contraceptifs, soit des contraceptifs chimiques, soit mécaniques. Les contraceptifs sont contre les conceptions d'enfants, donc ils empêchent le contact entre l'ovule et les spermatozoïdes. Alors vous avez ici une photographie avec plusieurs contraceptions qui existent. Vous êtes censé en connaître la plupart. Voici les légendes. Donc vous avez en haut à droite le fameux anneau vaginal qui se met au fond du vagin et qui libère des hormones pendant 3 semaines, et ensuite il faut l'enlever et les règles approchent. Ensuite, on continue sur les légendes de droite, l'éponge spermicide que l'on met au fond du vagin avant le rapport sexuel et qui a pour but, comme son nom l'indique, de tuer les spermatozoïdes. Alors, c'est pas super efficace, mais bon, on le conseille plutôt aux femmes qui ont déjà eu des enfants, qui sont plutôt vers les 40-45 ans, qui ont des ovulations moins fréquentes, donc il y a moins de risques. Le préservatif masculin, alors le plus classique, le moins cher, le plus facile à utiliser et le plus rigolo aussi, puisqu'il y en a toutes les couleurs, avec des formes, des parfums, etc. Le préservatif féminin, qui existe depuis presque 20 ans maintenant, qui est très pratique pour la femme, car elle peut le placer à l'avance, avant sa soirée par exemple. Et en fin dessous, la cape cervicale ou diaphragme, qui elle se pose uniquement à l'entrée du col de l'utérus, donc au fond du vagin, et va empêcher l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus, mais elle n'empêche pas le contact du sperme avec le vagin. Donc vous aurez compris que la seule méthode contraceptive qui protège les maladies sexuellement transmissibles sont les méthodes qui couvrent entièrement les peaux en contact, c'est-à-dire les préservatifs. Vous avez légende de gauche, le dispositif intra-utérin, DIU, ou stérilé, qui va empêcher l'installation d'un embryon, donc les petites branches vont frotter contre la dentelle utérine. Et vous avez également les ovules de spermicide, donc ça ressemble à des suppositoires, sauf que ça se met au fond du vagin. Ça va fondre avec la chaleur du corps et ça va faire une crème qui est spermicide. Et enfin, on a les injections d'hormones qui vont jouer le même rôle que les pilules, comme vous avez en haut à droite, c'est-à-dire perturber la régulation hormonale de la femme pour empêcher l'ovulation. Voyons les effets de la prise d'un contraceptif oral ostroprogestatif, donc une pilule qui contient des oestrogènes et de la progestérone, sur les sécrétions hormonales de la femme. Donc en temps normal, vous avez des hormones qui sont fabriquées par l'hypophyse, donc la FSH, folliculo-stimulante hormone, in English please, in French, l'hormone folliculo-stimulante, qui va permettre la croissance des follicules, et la LH, l'hormone lutéinisante, qui va permettre la transformation du follicule en corps jaune et donc provoquer l'ovulation. Vous voyez qu'au 14e jour, on a un pic de LH, et on a donc une forte libération de LH qui va provoquer l'ovulation. En parallèle de ça, vous avez les ovaires qui produisent des hormones, donc l'ostradiol en orange. Alors l'ostradiol est une hormone qui fait partie de la famille des oestrogènes. Donc en général, on vous dit les oestrogènes, c'est parce qu'il y en a plusieurs sortes. Donc le plus connu, c'est l'ostradiol, le plus utilisé. Donc l'ostradiol, en fait, est produit par le follicule. Et on a accumulation dans le sang de l'estradiol au fur et à mesure que le follicule grossit. Plus le follicule grossit, plus il produit d'ostradiol. Et on arrive au maximum d'ostradiol dans le sang vers le 13e, 14e jour. Et c'est un signal pour l'hypothalamus et l'hypophyse qui vont à ce moment-là libérer une grande quantité de LH et ça va provoquer l'ovulation et la sortie de l'ovule du follicule. À ce moment-là, le follicule va se transformer en corps jaune sous l'effet de la LH, il va y avoir une baisse de la production d'ostradiol et au contraire une production de progestérone. Donc la progestérone n'est fabriquée qu'en deuxième partie de cycle car il faut que le follicule soit transformé en corps jaune pour la produire. Donc voyons ce qui se passe maintenant quand on prend une pilule ostroprogestative. Vous voyez que pendant la prise quotidienne d'une pilule ostroprogestative, on n'a pas de pic de LH ni de FSH. Et en parallèle, donc, on n'a quasiment pas d'hormone ostradiol qui est produite et on n'a pas de progestérone qui est produite. Ce qui signifie qu'en fait, si vous vous souvenez du schéma qu'on a vu dans la vidéo sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin, à partir du moment où vous avalez
des oestrogènes et de la progestérone synthétique, de synthèse. Vous allez leurrer votre système réglant, c'est-à-dire hypothalamus, hypophyse. Vous allez leur faire croire que vous avez en permanence dans le sang des oestrogènes et de la progestérone. Donc en fait, vous allez faire croire à votre hypothalamus que vous avez ovulé et que vous êtes dans la deuxième phase de votre cycle. Résultat, il n'y a pas de production de LH et de FSH, ce qui explique que l'ovaire ne produit pas naturellement de progestérone et très peu d'œstradiol, puisque sur ce graphique ne sont représentées que les hormones naturelles. Donc on constate que sous pilule, il n'y a plus de pic de LH ni de FSH. On en déduit que l'hypophyse a été inhibée, freinée par l'hypothalamus. Pourquoi? Parce que l'hypothalamus a enregistré des hormones de synthèse. Donc, conséquence, comme il n'y a plus de LH et de FSH en quantité suffisante, les follicules ne se développent pas et par conséquent, la production d'hormones ovariennes ne se fait quasiment pas. Donc, patch, anneau vaginal, implant, tout ce qui contient des hormones, ça fonctionne de la même manière. Donc, voici le schéma un peu tordu, mais il va vous permettre de comprendre le fonctionnement. Donc, mode d'action des pilules combinées. Pilules combinées, c'est-à-dire oestrogène plus progestérone. Ça va provoquer un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Du coup, on va avoir une faible concentration de gonadostimuline, les hormones LH, il y a une faute de frappe, c'est LH et FSH, pas de pic de LH. Donc, résultat, action négative sur l'ovaire, absence de croissance folliculaire, aucune ovulation. Et les oestrogènes et la progestérone vont également agir au niveau de l'utérus. Il y aura un faible développement de la muqueuse utérine et également une glaire cervicale qui sera imperméable aux spermatozoïdes. Donc la pilule n'agit pas seulement sur l'ovaire, mais sur l'utérus et la glaire cervicale. Donc patch anneau-vaginal, implant, injection d'hormones fonctionne de la même manière que la pilule. On est bien d'accord, il y a des hormones, donc ça agit de la même façon sur l'hypothalamus et l'hypophyse, et donc sur l'ovaire et sur l'utérus. Diaphragme et cape cervicale, ce sont de simples barrières qui empêchent les spermatozoïdes de passer. Les spermicides, comme leur nom l'indique, tuent les spermatozoïdes. On les trouve sous forme de crème, en tube, d'ovules à insérer ou d'éponges à positionner au fond du vagin. Le stérilet, ou DIU, empêche l'anidation des embryons formés en frottant les parois de l'endomètre en provoquant leur inflammation. Donc vous avez le DIU à cuivre qui libère des ions cuivre qui inactivent les spermatozoïdes en plus d'avoir son action de frottement. Et vous avez le DIU hormonal qui libère une hormone progestative qui épaissit la glaire cervicale, diminue l'épaisseur de l'endomètre et son efficacité est supérieure à 99,5%. Le préservatif, qu'il soit masculin et féminin, c'est le seul contraceptif à protéger également des infections sexuellement transmissibles. Il coûte peu cher, il est sans ordonnance, disponible dans beaucoup de points de vente, facile à utiliser. Vous le trouvez dans les stations-service, en distributeur, dans les pharmacies, dans les grandes surfaces, dans les épiceries, dans les bureaux de tabac. Donc, préservatif masculin, ça coûte vraiment pas cher, entre 20 et 30 centimes pièce. Et puis, le préservatif féminin, qui est un petit peu plus cher, peut aller jusqu'à 1,50 €. Mais bon, voilà, les filles, c'est toujours pratique que vous en ayez dans votre porte-monnaie. Donc, je rappelle, c'est pas que les garçons qui doivent avoir des capotes, les filles aussi. Emmenez des capotes, parce que le jour où vous trouvez un beau mec, vous avez envie de passer un bon moment avec lui. Il y a des mecs qui sont champions pour dire « Ouais, j'ai pas de capote et tout ». Vous en avez dans votre porte-monnaie. Voilà, vous êtes tranquille. Pareil, les mecs, il y a une nana qui fait « Oh, j'ai pas de préservatif et tout, on fait ça sans ». Et ben non, les gars, vous pensez à vous, parce qu'il n'y a pas marqué SIDA sur leur tronche. Donc le préservatif masculin, vous en avez tous entendu parler, il est facile à utiliser, bien faire attention quand vous le mettez, que le bourrelet d'enroulement soit bien sur l'extérieur et pas à l'intérieur, sinon vous ne pourrez pas dérouler le préservatif. Si vous mettez le préservatif à l'envers, que vous essayez de le dérouler, qu'il ne se déroule pas, surtout vous ne le retournez pas, d'accord? Parce que si vous le retournez, vous avez déjà, avec votre sexe, messieurs, touché la paroi de latex, et quand vous retournez, à ce moment-là, il y a déjà du liquide séminal qui est déposé dessus, et si vous êtes porteur de maladie, vous allez contaminer la fille. Donc un préservatif qui a été mal mis, on le jette et on en reprend un autre. C'est pour ça qu'il faut toujours en avoir au moins 2 sur soi. Puis de toute façon, imaginez, vous en avez qu'un, vous le mettez mal, et après vous faites quoi? Vous êtes frustré.
Préservatif féminin, donc assez simple à mettre. La fille peut le positionner bien à l'avance. Et bien par contre au moment de la pénétration, tenir le cercle extérieur. Alors il y a des filles qui aiment bien parce qu'elles disent que ça stimule le clitoris et que ça augmente les sensations de plaisir, donc pourquoi pas, à essayer. Dans tous les cas, que ce soit préservatif masculin ou féminin, dans tous les cas, vous êtes gentil, vous faites un nœud, vous enfermez le sperme à l'intérieur et vous jetez ça à la poubelle si possible dans un petit Kleenex histoire de cacher ça. Et vous pensez aux gens qui ramassent les poubelles, qui tombent pas sur vos trucs. Contraception d'urgence ou pilule du lendemain. Alors, c'est la fameuse Norlevo. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc, si on l'appelle pilule du lendemain, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour la prendre, alors jusqu'à pas plus de 72 heures pour certaines pilules. Il faut faire attention. C'est une contraception d'urgence, c'est pas une contraception régulière. Cette pilule, elle va déclencher des règles pour empêcher le tout de s'installer. Donc ça peut faire mal au ventre chez certaines filles, ça vous dérègle tout. Donc faites attention. Donc la Norlevo, qu'est-ce qui se passe? Regardez sur le graphique. Quand on est sans pilule Norlevo, donc sans lévonorgestrel, c'est le nom de la molécule qui se trouve à l'intérieur. Vous avez naturellement le pic de LH. Si par contre vous administrez du lévonorgestrel, 2 jours avant l'ovulation, vous voyez que le pic de LH est décalé et vous avez une très faible quantité de LH qui est libérée. Donc, on constate que sous lévonorgestrel, il n'y a quasiment pas de pic de LH. On en déduit quoi? Qu'il n'y aura pas libération d'ovules. On parle de contraception car elle empêche une conception, une fécondation. Alors, pourquoi? Tout simplement, on s'est rendu compte que la formule semi-développée de la molécule de lévonorgestrel ressemble beaucoup à celle de la progestérone. Alors, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On constate que le pic de LH est décalé. On constate qu'il y a un déclenchement de règles. Donc, on sait que ça agit. Ça va forcément se mettre sur les récepteurs de la progestérone. Ça va perturber le fonctionnement à la fois de l'hypothalamus qui mesure le taux de progestérone et d'œstrogène dans le sang. Ça va perturber le fonctionnement de l'utérus, mais pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça marche, mais on est sûr que ça marche. Maintenant, la contragestion chimique, comme le RU486. Alors, la contragestion, si on décompose le mot, contragestion, contre une gestation, ça empêche une gestation, c'est-à-dire la poursuite d'une grossesse naissante. Ça veut dire qu'on élimine un embryon qui est déjà installé. Vous avez dessous la molécule de progestérone et la molécule de RU486 et vous constatez que vous avez une partie dans la structure moléculaire qui est commune avec celle de RU486 et donc on peut dire que le RU486 va se fixer sur les récepteurs de la progestérone. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le RU486 prend la place de la progestérone sur les récepteurs des cellules de l'endomètre et va donc empêcher la progestérone de se fixer. Donc l'utérus ne reçoit plus de progestérone naturelle, les règles se déclenchent. On s'intéresse maintenant à la PMA, procréation médicalement assistée. Vous avez plusieurs cas. Premier cas, les ovules sont libérés naturellement chez la femme. Donc, soit les médecins réalisent une insémination intracervicale, c'est-à-dire à l'intérieur de la glaire cervicale, l'éjaculat est mis au contact de la glaire à l'aide d'une canule. Soit les médecins réalisent une insémination intra-utérine, donc ils rentrent à l'intérieur de l'utérus, les spermatozoïdes sont sélectionnés directement et mis dans l'utérus après l'ovulation. Deuxième cas, les ovules sont ponctionnés car la femme a une obturation des trompes. Ça peut arriver quand certaines femmes ont eu des infections sexuellement transmissibles, que ces infections ont eu lieu dans les trompes, que la cicatrisation de l'infection bouche la trompe. Donc les ovules sortent mais ne peuvent pas rejoindre l'utérus. Donc à ce moment-là, les médecins pratiquent une insémination appelée ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Donc ils ont ponctionné les ovules, ils ont piqué la femme avec une grande aiguille, ils ont aspiré les ovules directement dans son ovaire et dans une petite boîte de pétri in vitro, donc dans du verre in vitro, dans des boîtes de pétri en pyrex, il y a injection d'un spermatozoïde du conjoint directement dans le cytoplasme de l'ovocyte. On le fait aussi quand le sperme présente des anomalies de mobilité.
Et une fois qu'on a obtenu un embryon, on va donc injecter l'embryon à l'intérieur de la cavité utérine. Soit les médecins pratiquent la FIVET, donc fécondation in vitro et transfert d'embryon, le où les ovules sont recueillis puis fécondés dans une éprouvette. Donc en fait, on mélange ovules et spermatozoïdes, on laisse les choses faire, on ne force pas le spermatozoïde à rentrer. Donc l'œuf ou les œufs sont implantés dans l'utérus maternel pour démarrer une grossesse. Alors il y a 15 à 20% de réussite, 25% par conception naturelle, dont 27% de naissances multiples. La réimplantation de 5 embryons au maximum, pas plus en tout cas en France. Et ensuite, on sélectionne. Si les 5 se maintiennent, on ne laisse pas les 5, c'est trop dangereux pour la femme. On va faire une réduction embryonnaire, on va conserver que 2 embryons. Ça concerne en France 11 000 naissances par an sur 750 000 naissances au total. Donc, si on résume un peu l'histoire de la PMA, en 1954, on a eu les premières naissances de mammifères par FIVET. Donc, on a travaillé sur des embryons, donc on a fait des transferts d'embryons sur les animaux. Ensuite, on a réussi avec l'homme, mais en 1978, c'était beaucoup plus tard. C'est le premier bébé éprouvette, c'est Louise Brown. Et c'était en Grande-Bretagne. En 1982, le premier bébé éprouvette français. Et en 1984, c'était le premier embryon décongelé qui a fonctionné et qui a donné une petite fille, Zoé. Jusqu'à présent, en 1978 et 82, les fécondations donnaient des embryons qu'on transférait de suite. Ensuite, on a réussi à trouver la technique pour congeler et décongeler des embryons. Résultat, avec ces histoires, il y a forcément eu des bêtises. Et voilà, première fausse manipulation connue en 1993, où on a obtenu des faux jumeaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a récupéré les ovules d'une femme, Wilma, et on a récupéré les spermatozoïdes de son mari, William Stuart. Le problème, c'est que quand elle a donné naissance à ses jumeaux, il y a eu un enfant qui ne provient pas du même père biologique, il provient d'un père biologique différent, d'origine antillaise. Résultat, on a eu un petit blondinet et puis un petit métis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une erreur de manipulation. Ils n'ont pas changé la pipette, ils ont utilisé la même pipette pour faire la fécondation avec le sperme du papa d'origine antillaise et ils ont oublié de changer l'embout de la pipette avant de faire la fécondation pour le couple suivant. Résultat, c'était une erreur. Mais bon, elle a gardé ses bébés quand même. En 1994, la première ICSI en France qui a donné une petite fille qui s'appelle Audrey. 1994 aussi, née d'une mère de 63 ans, Andrea. Donc ça, par contre, c'était fait en Italie. En France, c'est pas autorisé. Hein. Si vous n'êtes plus en âge de procréer, on ne vous fait pas des inséminations artificielles. 1995, le premier bébé est né d'une spermatide, c'est-à-dire une cellule qui n'est pas totalement transformée en spermatozoïde, et ça a fonctionné. 1997, premier bébé né d'un ovocyte décongelé, Elena. Donc là, on entame une nouvelle phase. On peut ponctionner les ovocytes et les conserver congelés avant de les féconder. Et enfin, donc 1998, le premier faux jumeau né à 7 ans et demi d'intervalle, ce qui veut dire qu'on a ponctionné les ovules de la mère, on a réalisé des fécondations, on a obtenu plusieurs fœtus en même temps. Et donc, on a inséminé la mère, elle a donné naissance à un enfant et 7 ans plus tard, on a réutilisé les fœtus congelés, donc qui ont été fécondés au même moment que ceux ayant donné le premier enfant, et donc ils appellent ça des faux jumeaux. Voilà. 98, le premier bébé né par FIV et avant tout ayant survécu, donc les septuplés. Là, c'était vraiment une première grossesse à risque. 4 garçons, 3 filles en 1997. Donc, pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas battu le record et c'est toujours les septuplés le record de naissance.